de commencer, Alain, pour... Oui, je voudrais dire que j'étais vraiment très heureux de votre travail. Je veux vous le dire publiquement. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans le rapport au texte qui était à la fois allégé, inventif, avec un léger humour supplémentaire, comme ça, mais que je trouvais tout à fait légitime. Après tout, les propositions philosophiques doivent toujours être un peu allégées. Là, le théâtre est là pour ça aussi. Et j'ai retrouvé en même temps, comment dire, le côté d'adresse du texte, le côté de la recherche à travers des moyens différenciés, mais la recherche d'une conviction, vraiment. Vous avez commencé, en effet, comme commence le texte, par l'idée qu'il y a dans le monde contemporain quelque chose qui menace l'amour, comme le monde contemporain menace, à mon sens, toutes les procédures de vérité, l'amour, entre autres. Et vous avez porté cela pendant tout le temps de la représentation de façon tout à fait convaincante. J'ai beaucoup aimé aussi l'alternance des personnages que vous incarniez, au fond, à l'intérieur même de la légende de l'amour. La manière dont vous incarniez à un moment donné le versant possiblement pathétique de l'amour, et puis à d'autres moments son côté printanier, léger, etc. Et c'était une performance parce que le monologue, tel que vous l'avez conçu, vous faisait jouer plusieurs rôles en réalité à l'intérieur de l'unité de la voix. Et tout ça m'a paru très bien. Je contribuais au salut général qui vous a salué avec un grand plaisir. Je me suis dit, en voyant cela, qu'au fond, cette question de l'amour, et dans son essence même, a une vertu artistique en général et théâtrale en particulier. Parce qu'au fond, ce qui a été dit de plus profond sur l'amour n'a jamais vraiment été dit par les philosophes, il faut le reconnaître absolument. Les philosophes l'ont souvent salué, Platon peut-être un peu plus que beaucoup d'autres d'ailleurs, ils l'ont souvent salué, moi compris, mais à chaque fois on se rend compte qu'il a été la matière privilégiée au fond du roman, de la tragédie, de la comédie, etc. Et que on pourrait dire que l'approche philosophique a été la plus générale, la plus incitante au début, mais l'art a porté, vraiment, l'art a porté sous toutes ses formes la vérité amoureuse à sa véritable intensité, et que par ailleurs, on peut dire qu'a commencé une investigation de l'amour, alors complètement originale, avec la psychanalyse, donc ça c'est vous qui... je vous laisse le point. Mais je voudrais dire au passage que une des choses qui m'ont provoqué à parler de l'amour de façon tout à fait singulière est un énoncé de Lacan. C'est-à-dire l'énoncé dans lequel Lacan dit l'être. Il n'aime pas parler de l'être en général. Il a même dit que la science philosophique de l'être, qui s'appelait l'ontologie, devait s'écrire avec un H. La ontologie. Vous voyez. Et donc, il nous a attaqués, sérieusement. Et sur ce point, l'être, tout d'un coup, l'être, dit-il, c'est l'amour qui vient à y aborder dans la rencontre. L'être, et donc, là, il s'est senti obligé de prendre le mot le plus radical pour désigner l'altérité dans son être, et pas simplement dans son image ou dans son symbole. Il y a donc quelque chose dans l'amour qui met en cause le réel jusqu'au point de son fondement. Lacan lui-même le reconnaît, et d'autre part, effectivement, vient à y aborder dans la rencontre. On a toute une partie de ce que vous avez magnifiquement redit, à savoir l'origine hasardeuse, l'origine ouverte en quelque sorte de l'amour, et ce qui a été votre fil conducteur, vous avez tout à fait raison, cette façon qu'a l'amour de raccorder au fond une proposition totalement hasardeuse avec une construction obstinée. Si je l'ai défini comme une aventure obstinée, c'était pour essayer de dire les deux choses en même temps. C'est une aventure, c'est aventureux parce qu'au fond c'est sans garantie, en dépit des propositions marchandes de vous vendre une assurance tout risque, finalement, des précautions inutiles, inutiles en deux sens. D'abord, elles sont inutiles parce qu'elles ne marchent pas,
elles sont inutiles aussi parce que d'une certaine manière, elles visent à asphyxier ce qu'il y a de réellement intéressant, novateur et inventif dans l'amour. Et donc, la rencontre, il y a ça, et puis d'autre part, on y aborde, en fait, c'est comme un abordage de l'autre, et puis après, il y a quelque chose qui doit se signifier, s'indiquer, se construire, et qui finalement déplie l'être de quoi? Selon moi, l'être de la différence. Et c'est ça le point moi, qui me passionne dans l'amour, c'est que l'amour, c'est quand même l'expérience primordiale d'une différence qui doit être, c'est presque un impératif, qui doit être d'une certaine manière intégralement acceptée. L'amour, c'est d'ailleurs bien pourquoi il est aussi la cause de grandes souffrances, c'est qu'il y a un moment où, d'une certaine façon, vous n'êtes pas en train de négocier un rapport à l'autre un peu spécialisé, parce que même l'amitié continue à conserver, les amis sont un registre de votre existence, les collègues de travail, ceux à qui vous avez des entreprises, vos coéquipiers dans une équipe de foot, tout ça, hein, il y a beaucoup d'expériences de l'autre, mais l'amour a cette particularité que vous vous embarquez donc, avec quelqu'un que vous connaissez peu, et néanmoins, finalement, vous lui promettez, vous lui indiquez que vous allez accepter sa réalité subjective absolument. Alors absolument, après, il faut que ça marche, quoi. C'est-à-dire, ça ne va jamais être absolument, parce qu'il y aura des querelles, il y aura des... Mais le principe est inaltérable. Si vous ne l'acceptez pas, eh bien, la première chose qui ne vous plaît pas, vous allez dire, non, c'est fini. Or, on sait bien que l'amour véritable, ça n'est qu'une suite de problèmes résolus. et résolus plus ou moins bien, naturellement. Et c'est une suite de problèmes aidés précisément par cet élan, cette figuration d'élan qu'est la déclaration d'amour et l'ensemble de ses suites. Et au fond, le côté obstiné de cette aventure est un côté qui a toujours déterminé l'amour dans la figure de son risque. Et je crois que l'art a été très important pour montrer les deux faces de l'amour, à la fois son risque et sa chance. Risque et chance, c'est plutôt proche l'un de l'autre finalement, parce que c'est deux choses qui sont contenues dans le mystère de la rencontre. Voilà. Alors pour le philosophe, conclut pour l'instant, pour le philosophe, depuis toujours, lorsqu'il n'est pas un sceptique qui explique que l'amour n'est qu'une décoration du désir sexuel et qu'en vérité il est inutile, voire dangereux, et qu'en tout cas c'est toujours une fantasmagorie finalement, une illusion imaginaire, pour les philosophes qui ne pensent pas cela, l'amour, comme on le voit dès le début chez Platon, est une interrogation majeure parce que c'est un transit, l'amour. C'est quelque chose qui, partant du hasard, construit une forme de nécessité, qui, partant de l'ignorance, construit une connaissance, et qui, partant de l'un, construit le deux. Et alors, c'est cette fonction de passage, d'abordage, pour reprendre le mot de Lacan, fonction de passage, d'abordage de l'amour qui a fasciné la philosophie, parce qu'elle indique une voie, un schéma, une expérience qui, précisément, outrepasse, au fond, la singularité individuelle en direction d'autre chose qu'elle-même. Et il m'est arrivé de dire que finalement, alors si on passe dans les métaphores politiques, on peut dire que l'amour c'est le communisme minimal. C'est celui qui, au lieu de tenter d'embrasser la nation, l'humanité tout entière, etc., expérimente ce que c'est déjà que construire quelque chose de commun à deux, hein, c'est-à-dire au minimum possible. Évidemment, et on peut comprendre, avoir les difficultés qu'il y a dans ce communisme minimal, les difficultés considérables qu'il y a dans le communisme maximal. Si c'est multiplié par le coefficient numérique, on peut s'imaginer qu'on a affaire à une entreprise quasiment impossible. Mais il y a ça dans l'amour, et c'est pour ça, d'une certaine façon, que l'amour a aussi le constant problème de son échec. Il est hanté par la question de l'échec, comme l'est au fond toute aventure politique véritable. Il est hanté par la question de son échec, et de comment éviter l'échec. Et l'amour aussi, il traverse la problématique de l'échec de façon pratiquement inéluctable à tel ou tel moment de son devenir.
Et on peut dire que l'amour, c'est aussi une expérience, une leçon d'un processus dans lequel on ne peut pas éviter la menace de l'échec, et où par conséquent on est quand même déterminé à savoir qu'est-ce qu'on fait de ce risque. Et est-ce qu'on est plutôt dans la subjectivité de le surmonter à tout prix, de passer outre, ou est-ce qu'on est dans la subjectivité que finalement, si échec il y a, c'est la preuve que c'est pas la peine de continuer, ou qu'il faut abandonner l'idée de l'amour, ou qu'il faut se réfugier, se replier dans l'individualisme ou dans la vie des petites satisfactions, quoi. Voilà. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'il y a dans l'amour et dans l'éloge de l'amour une détermination philosophique. C'est Éloge de l'amour, qui est le titre de mon livre. Ça voulait dire vraiment que ce qui, dans l'amour, passionne le philosophe ne doit pas être dans le versant d'un scepticisme moralisateur, mais au contraire dans le registre d'une acceptation et je dirais même d'une sorte d'enthousiasme, précisément parce que la menace de l'échec est expérimentée dans une dimension où on s'engage d'une certaine façon à la surmonter. Voilà. Et que c'est une école, l'amour c'est une école d'endurance existentielle, soutenue évidemment et récompensée par beaucoup de joie. C'est aussi ça aussi, c'est que dans l'amour on peut expérimenter que surmonter les risques, surmonter les échecs, c'est une grande source de joie. Et c'est la joie là dont le deux est capable à l'intérieur de son propre travail. Anecdotiquement, j'ai été obligé de constater, à mon grand plaisir, mais on l'a revu ce soir, quand vous avez fini, que ces propositions ont suscité un grand intérêt, en dépit de leur côté, somme toute, partiellement banal, probablement parce que l'idée qu'il est important de faire aujourd'hui un éloge de l'amour était implicitement partagée, même si les gens savaient pas. Le livre a été un grand succès, il est traduit à l'heure actuelle dans le monde entier. Et donc, dans le monde entier, c'est une vérification de ce que vous disiez sur scène, il y a là quelque chose d'universel. Dans le monde entier, on s'est intéressé, avec accord ou désaccord, mais on s'est intéressé véritablement à cette proposition. Voilà ce que je voulais dire. Bien, alors, Hervé et Alain ont déjà discuté ensemble, en fait, ça je ne vous l'ai pas dit, pas sur le texte, donc pas sur la proposition de Caroline, puisque Alain la découvre, mais en revanche, en 2014, nous avions déjà organisé un premier cycle de rencontres, et au Gyptis, Hervé Castanet et Alain Badiou avaient discuté autour de Lacan, lors d'une rencontre qui s'intitulait de l'impuissance à l'impossible, surtout pas le contraire, oui, ça serait grave, les effets seraient terribles, donc de l'impuissance à l'impossible, et vous pouvez trouver ça sur le site d'Altra Voce Marseille, et je m'en étais un tout petit peu mêlée sur la femme, et vous aviez conclu un universel féminin, donc une autre fois il faudra qu'on reprenne là où on l'avait laissé, et avec Caroline si elle veut bien, parce que ce serait assez formidable. Mais juste avant, donc je dis ça pour dire que vous allez pouvoir répondre, je le sais, à Alain, et donner votre, et comme vous avez vu 3 fois la proposition, dire aussi ce qui vous a intéressé, et pourquoi vous êtes aussi persévérant dans votre fidélité à la proposition de Caroline. Mais je voulais d'abord que Caroline puisse nous dire un peu comment elle a rencontré ce texte, parce que ça, je pense que c'est intéressant que tu puisses nous le raconter. Alors, j'ai rencontré ce texte un peu par hasard. Ça a commencé bien. J'avais très envie de parler de ça, j'avais très envie de parler d'amour. Mais je savais que je n'avais pas envie de parler de l'amour au XIXe siècle, de l'amour... J'avais envie de parler de l'amour ici et maintenant, de quelque chose qui me concerne. Et j'ai découvert ce livre. Et quand je l'ai lu, j'ai eu un véritable coup de foudre. Mais vraiment, c'est rare d'avoir un coup de foudre à la lecture d'un texte. Et j'ai eu un coup de foudre absolu. C'est-à-dire que des fois, ça me tombait des mains et j'éclatais de rire en me disant « Mais c'est pas possible que... » de lire des choses aussi fortes et aussi belles et avec lesquelles je me sentais autant en accord. Et puis je l'ai quand même, je me suis dit non, je ne vais pas monter un texte philosophique au théâtre, c'est trop compliqué. Alors j'ai continué à lire d'autres choses et puis je l'ai relu une deuxième fois. J'ai eu un deuxième coup de foudre et j'ai répondu à un appel à projet où il fallait concerner les femmes, où 9 femmes étaient choisies pour faire une proposition de travail en cours
Et j'ai proposé ça, j'ai proposé de faire une adaptation d'Éloge de l'amour pour une durée de 30 minutes, parce que c'était ça le cadre de ce mini-festival, en me disant, bah, je verrai bien, moi j'ai eu un coup de foudre, alors pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas un coup de foudre eux aussi à l'écoute de ce texte? Donc j'ai fait une première adaptation qui durait 30 minutes, je l'ai jouée un soir, et vraiment le public m'a poussée à continuer. C'est-à-dire qu'à la fin de cette demi-heure de proposition, il y avait une rencontre avec le public, un dialogue, et j'étais censée, moi, poser une question au public. Et la question que j'avais préparée était la suivante. Si je devais faire une adaptation plus longue, puisque là c'était simplement 30 minutes, est-ce que vous aimeriez... Il y avait déjà Les Enfants du Paradis, il y avait déjà Dalida et la voix de Depardieu. Est-ce que vous aimeriez entendre plus d'extraits de théâtre, du roman ou d'extraits de film? Ou est-ce que vous aimeriez entendre plus d'Alain Badiou? Et là, vraiment, ça a été vraiment unanime. Comme un seul homme, tous les gens ont dit Badiou. C'est très bien. C'est très bien vos extraits, c'est très bien vos propositions. Une élection victorieuse. Et je dois dire que ça m'a énormément encouragée à continuer. Voilà. Merci. Formidable. Du caractère extrêmement faible de cette hypothèse fusionnelle et qu'au fond elle est intenable dans la multiplicité du monde tel qu'elle est, et qu'il s'agisse de Roméo et Juliette, ou qu'il s'agisse de Tristan et Iseult, ou qu'il s'agisse de tous ces couples fusionnels, en fait le terrible destin c'est la mort d'amour. En fait, et c'est-à-dire, et au fond, dans ce cas, l'événement est l'événement de l'un, et il disparaît, et il s'évanouit dans la fusion. Est-ce que je tente de trouver, moi, vous le rappelez très bien, ce que je tente de trouver dans l'expérience de l'amour, c'est plutôt... Vous allez vous déconcentrer complètement. Voilà, là, c'est le 2 comme permutation. L'expérience du 2. Finalement, il y a un lui central, deux ailes aux ailes. Oui, alors pour en finir avec ça, je pense que cette théorie fusionnelle de l'amour a beaucoup travaillé dans l'art, dans les représentations artistiques, et en particulier dans les représentations théâtrales, justement, ou dans les représentations d'opéra, où la catastrophe glorieuse de l'amour fusionnel est représentée de façon pathétique. Il me semble que la vraie leçon de l'amour est tout à fait à l'opposé de ça. Voilà. C'est ça. En un certain sens, ça aussi, c'est aussi un écrit polémique en partie. Et les polémiques sur deux côtés, comme vous l'avez bien montré dès le début, et les polémiques contre une conception pragmatique, en réalité individualiste et commerciale finalement de la rencontre amoureuse. On va vous faire un programme d'achat finalement de ce qui vous convient. Ça, c'est pas fusionnel, mais c'est l'un de l'individualisme comme tel, auquel on présente une assurance de sauvegarde de son identité dans la rencontre amoureuse. Et de l'autre côté, il y a la tradition romantique qui, elle aussi, d'une certaine manière, est une apologie de l'un, pas de l'un de l'individualisme, mais de l'un fusionnel, dans lequel, en réalité, deux fusionnent en un. Et c'est l'expérience de cette fusion qui est la constitution de l'amour. Moi, je cherchais un chemin qui correspond aussi à mon expérience existentielle, surtout l'amour. C'est aussi quelque chose qui existe, pas uniquement des phénomènes artistiques, qui était que l'amour a un côté de trajectoire, de construction, d'aventure, corrélé à un hasard primordial, mais que, comme vous l'avez dit, ce hasard primordial, qui est événementiel, toute la question de savoir comment on va en tenir et en organiser les conséquences. Et que ça, de ce point de vue-là, c'est vrai, l'amour me paraissait un modèle, une figure réelle, tout à fait intéressante pour une doctrine plus générale des vérités. À savoir l'idée que toute vérité, finalement, a toujours une origine événementielle, mais que, contrairement à un contresens qu'on a souvent fait sur qui me collait finalement
l'idée que tout ça était miraculeux, que c'était une théorie libérante. L'événement, le côté chanceux, hasardeux, n'est que le point d'origine de quelque chose qui doit être traité dans ses conséquences de façon particulière. C'est une interruption provisoire de la nécessité des lois du monde, mais cette interruption, il faut après la réinscrire dans le monde, et non pas la laisser se dissiper, soit dans la mort, soit dans les calculs de l'égoïsme. Donc je vous donne raison, c'est pas une théorie de l'amour faite d'un point de vue théorique distinct de l'expérience de l'amour lui-même, c'est plutôt l'injection d'une considération sur l'amour dans le dispositif théorique. C'est ça, me semble-t-il, le point le plus vif, parce que quand on prend l'amour, effectivement, c'est un terme tellement présent, qui a le champ sémantique le plus ouvert, au fond, pardon, dans la langue. Et ce que vous en dites, au fond, est restrictif par rapport à toutes les acceptions communes, et vient en produire, non pas une théorie, mais une démonstration, où c'est vraiment l'amour comme rencontre d'un rêve. Alors que souvent, l'amour est tiré, y compris dans ses versions sublimes, théâtrales, ou du romantisme, du côté de la fusion. C'est-à-dire qu'on ne tire aucune conséquence, et au fond, c'est le destin de Narcisse à deux. C'est le destin de Narcisse à deux. C'est le narcissisme à deux, donc avec la mort comme véritable fin. Comme réel. Comme réel. En fait, le narcissisme à deux sont réels et la mort. Dont personne ne peut porter témoignage et qui rompt l'affaire. En même temps, c'est cette idée que si l'amour est réel, ça change la donne par rapport à en tirer ou pas des conséquences. Oui. Et les conséquences, qu'est-ce que ça produit comme effet qui fait que le nouveau est au rendez-vous? Ça ne veut pas dire que c'est automatique. C'est pour ça que ce n'est pas miraculeux. Il y a le refus. Il y a compris que je n'en veux pas. Absolument. Absolument. Ce n'est pas mécanique. Je crois que ça, c'est très, très important parce qu'on pourrait avoir, au fond, une lecture aussi bien de votre texte que de votre mise en scène. On pourrait dire une lecture, c'est-à-dire simplifiée. Ah, c'est donc cela, c'est ça. Comme s'il suffisait de le constater pour que ça advienne. Mais ce que vous démontrez, ce que vous mettez en scène, c'est quand même que faut-il encore que celui qui le rencontre y consente. Absolument. Et que sans ce consentement, sans cette implication, c'est du pipeau, y compris là pour une dimension politique. Et en plus, la chose est d'autant plus considérable que dans le cas de l'amour, on a une matrice élémentaire qui est que, malgré tout, il faut un double consentement. C'est-à-dire qu'il faut un consentement et puis un consentement au consentement. Et il y a la première déclaration, c'est le sujet des pièces de Marivaux, ça. Il y a la première déclaration et puis après, il faut que l'autre enchaîne une deuxième déclaration qui consiste à dire « j'accepte la première ». Enfin, voilà. Et ça, c'est toute la complication de la rencontre amoureuse en tant que telle, cette espèce de double figure du consentement. Et ce que Marivaux met en scène, c'est que du coup, tout le monde a envie d'être le second et pas le premier. Et tout le monde a envie d'être celui auquel on fait la déclaration d'amour et qui donc, lui, a avoir le temps de dire oui ou non, finalement. Puisque il n'est pas... Si vous faites la déclaration, vous vous embarquez dans le oui sans retour. Est-ce que celui qui répond à la déclaration, il est dans le choix que vous dites? C'est-à-dire, il peut la refuser. Il peut chipoter. Il peut chipoter. Exactement. Il peut dire, on va voir pour un moment. Pourquoi me dirait-il le vrai? Oui. Et donc, dans Marivaux, on se transforme. Dans Marivaux, c'est absolument comme ça. La suspicion peut jouer aussi. Alors, il y a tout un jeu extrêmement complexe, mais à la fin des fins, lorsque finalement la preuve qu'il y aura eu cette double rencontre, elle est donnée dans le travail des conséquences. Elle ne peut pas être donnée autrement. Ce n'est pas un simple oui, oui, je t'aime. Oui, bon. On ne sait pas ce que ça va donner, ça. Hein. Donc, ce n'est pas simplement un consentement formel, c'est une preuve qui doit être administrée dans le réel lui-même, dans le travail du réel que l'amour va construire. Et c'est pour ça, vous l'avez inséré dans votre texte, que
il y a toujours repéré depuis le fond des âges l'idée que la déclaration consiste toujours à comporte toujours une promesse d'éternité. C'est-à-dire, je t'aime, ça veut toujours dire je t'aime pour toujours. D'ailleurs, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui dirait « je t'aime pour 2 semaines ». Non, mais on voit bien que le « je t'aime », non, mais c'est intéressant de voir sémantiquement. Le « je t'aime » est entièrement dissous. Vous imaginez quelqu'un qui dit « je t'aime pour 2 semaines », c'est une réplique comique. On bien. C'est une réplique comique, et c'est une réplique comique parce qu'en réalité, ça veut dire qu'il ne dit rien qui est rapport à l'amour. Et donc, c'est vrai que l'amour toujours, oui, bon, c'est une rime fondée, c'est une rime absolument. Mais ça tient à la dimension de l'être. Absolument, ça tient à l'abord de l'être. À l'abord de l'être. Absolument. On ne peut pas chipoter sur l'être en disant un être pour quelques minutes. Non, mais si c'est une rencontre de l'être, c'est une rencontre de l'être, il va falloir dire oui à cette rencontre, et cette rencontre, elle est sans mesure temporelle fixée, évidemment. Mais alors donc, on voit bien que votre conception de l'amour là est en même temps une conception un peu difficile, parce que, enfin, en tout cas pas, j'allais dire difficile dans le sens où elle n'est pas très commune, c'est-à-dire que vous sortez l'amour de sa vision tragique, qui était quand même la vision la plus communément admise, hein, l'amour comme tragédie, comme posture, position romantique, et par ailleurs, je sais que votre genre, le genre que vous considérez comme le genre supérieur, c'est la comédie, vous allez voir où je veux en venir. C'est que là, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans la proposition de Corinne Louise, que moi je voyais aussi pour la 2e fois, c'est justement qu'elle a introduit ce petit écart du rire, parce qu'elle aurait pu faire de votre proposition, là, de cet entretien et de quelque chose d'un peu sérieux. Et justement, elle-même, j'aime beaucoup comment elle va, elle met en acte aussi une rencontre avec le public par ce petit écart du rire, c'est-à-dire cette petite distance qu'elle prend avec ce qu'elle dit tout en disant à quel point justement c'est très sérieux, et en même temps comment est-ce qu'elle elle invite comme ça une sorte de participation, mais tout à fait cadrée, en raccompagnant gentiment mais très aimablement. Voilà, et j'ai trouvé que ça, comment est-ce que justement il y a cet interstice là du rire et de la j'ai trouvé ça justement très fort parce que très finalement fidèle à ce qui se joue comme ça de jeu, qui a l'air subtil, qui est rien et qui est énorme en fait, hein, c'est-à-dire de dire la part du hasard, de dire la part de la fidélité, sans retomber évidemment dans une vision de la fidélité qui serait la recomposition de la famille avec une sorte de morale comme ça, à quoi certains ont voulu le ramener en pensant que vous étiez devenu un grand conservateur malgré votre fidélité, on reproche assez au maoïsme et aux figures révolutionnaires terribles. Vous étiez maintenant devenu un conservateur, vous faisiez l'éloge finalement de la fidélité. Pas le moins du monde, parce qu'il faut bien entendre que fidélité, ça veut strictement dire fidélité à l'événement. C'est-à-dire, c'est pas donc le contenu n'est pas déterminé. Même dans Éloge de l'amour, je dis que les propositions de type familial, etc., ne sont aucunement par elles-mêmes des conséquences amoureuses fixées et légitimes. D'ailleurs, vous avez repris tout ce passage. Non, fidélité, ça veut dire que, si on est abordé à l'aide, pour prendre la figure lacanienne, alors les conséquences qu'on en tire doivent être des conséquences qui, d'une certaine façon, ne cessent d'éclairer cet abord, ne cessent de le reproduire ou de le reconstituer dans le réel lui-même et dans la figure de l'expérience de la vie à deux. Donc c'est très opposé, au contraire, à la figure qui exténue l'amour, en réalité, en faisant une fonction sociale. C'est-à-dire, finalement, l'amour serait l'instrument nécessaire pour qu'à la fin des fins, l'humanité se reproduise. Voilà. Et ça a été défendu, très souvent. C'est-à-dire que, et oui, finalement, c'est ce qui couvre d'une organisation un peu présentable l'attraction sexuelle et ce qui, dans le milieu familial constitué et officiel, garantit la reproduction de la société, la reproduction de l'humanité. Voilà. En plus, c'est un peu vrai que ça sert aussi à ça. C'est simplement que si on objecte que c'est l'essence de la chose, on dénature ce qui, dans l'amour, est réellement passionnant. Et le mot hasard a un sens fort. Pardon. Oui, vous dites que l'amour sert à la reproduction. Est-ce qu'on ne peut pas envisager que dans notre façon, dans l'évolution de l'espèce, la reproduction
a engendré l'amour. La façon dont enfin, les premiers mammifères, la lactation, tout ça a fait qu'aujourd'hui, on peut éprouver cet amour. On peut l'éprouver en tant que, universellement en tant qu'espèce humaine. Vous voyez ? Et je me demande si ce n'est pas nos habitudes de mammifères, mais qui viennent eux-mêmes du début du vivant. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, notre espèce pourrait... Alors après, j'ai entendu parler de neurones miroirs, d'autres disent que c'est Dieu qui nous permet d'éprouver ça. En tout cas, on l'éprouve de façon différente, et c'est ça pour moi le mystère, que notre espèce, avec des différences, alors des fois ça s'adresse, c'est un amour à deux, des fois c'est un amour pour l'humanité, par exemple, et en elle, cette capacité d'éprouver ça, et j'aimerais savoir si vous avez quelques explications sur d'où tout ça vient. En vérité, je ne suis pas très intéressé par l'explication de d'où ça vient, parce que ça reviendrait à ce que je cherche précisément à exclure, c'est à conférer à l'amour un certain type de nécessité. Or, tout ce que je dis sur l'amour ne fonde pas du tout sa nécessité. Et en vérité, on sait très bien que dans des âges entiers de l'humanité, la reproduction de l'espèce a pu être assurée sans que soit établi un culte de l'amour, mais par des arrangements familiaux préparés, arrangés, des négociations sociales, que encore aujourd'hui, si on regarde de près, on s'apercevrait que les gens qui appartiennent à tel groupe social ont plutôt tendance à se marier entre eux, donc à s'aimer entre eux, évidemment, de façon à ce que le patrimoine ne sorte pas de la famille. Donc, toutes ces choses-là existent, mais je pense que ça n'exclut pas du tout, d'ailleurs, les recherches que vous proposez sur la question de savoir quel rapport il y a entre tout ça et la longue existence de la vie, de sa reproduction, des mammifères, etc. Moi, ce n'est pas mon problème, parce que mon problème, c'est justement que, en vérité, l'amour, tel que je le vois, n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire. Et il y a des tas de gens qui pensent qu'il n'est pas nécessaire, il y a des gens qui ne le rencontrent jamais, ça existe absolument. Il y a des gens qui le rencontrent et qui l'abandonnent, il y a des gens qui le rencontrent et qui le tiennent, etc. Il y a toutes les variantes qui indiquent bien. Moi, je pars de ça, je pars de la non-nécessité de l'amour, pas du tout de sa nécessité. Exactement comme je pars de l'existence des sciences, ben, les sciences, elles ne sont pas nécessaires non plus. L'homme a pu s'en passer pendant longtemps, et finalement, les arts, c'est la même chose. Je pense que ce qui est intéressant dans l'activité inventive de l'humanité, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire, non pas ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça que finalement, l'événement est requis comme en vérité le symbole que ce n'est pas nécessaire. S'il faut la rencontre, pour la mort de l'être, s'il faut la rencontre amoureuse, ça nous rappelle qu'en réalité, nous ne sommes pas en train de réaliser une nécessité, mais nous sommes en train de saisir une chance, ce qui n'est pas la même chose. Mais il y a un livre qu'on peut mettre en rapport avec votre éloge de l'amour, c'est celui que vous avez écrit avec notre collègue amie Barbara Cassin, quand vous commentez des phrases de Lacan, notamment tirées d'Encore, il n'y a pas de rapport sexuel. Et là, vous reprenez dans ce livre, peut-être plus complexe qu'effectivement l'éloge de l'amour dans sa lecture, mais qui est passionnant, c'est-à-dire que l'amour, et c'est du Lacan dans le texte que vous reprenez, c'est une façon de faire réponse à l'impossible du rapport sexuel. Et que donc l'amour, d'emblée, par Lacan, mais vous insistez sur ce point, son nouage n'est pas avec le nécessaire, ni avec le possible, mais justement avec l'impossible. Et on a deux catégories, l'impossible du non-rapport sexuel et la contingence de la rencontre. Oui. Et là, on a à la fois pour nous, si vous voulez, une clinique nouvelle, mais pour la pensée ou la philosophie, une optique vraiment neuve. Oui. Vous seriez d'accord? Qui n'est plus au service des maîtres. Qui n'est plus au service des maîtres, absolument. Comme l'est finalement toujours, d'une manière ou d'une autre, toute figure de la nécessité. La figure de la nécessité renvoie toujours au maître de cette nécessité, à celui qui en contrôle l'exécution, etc. Elle est socialisable, elle est structurelle. Alors que, depuis toujours, l'amour a été, par exemple, et c'est un des approches de ce que vous dites, l'amour véritable, l'amour tel qu'on en a parlé jusqu'ici, a été considéré comme une réalité asociale, en réalité.
Il n'est pas considéré comme un vecteur normal de la socialité. Et c'est pour ça que toutes les histoires d'amour significatives, intéressantes, sont aussi par ailleurs transgressives. Y compris l'amour mystique. Hein? Y compris Et l'amour mystique, les églises constituées se méfient beaucoup de l'amour mystique, bien évidemment. C'est-à-dire que tout ce qui, en réalité, n'est pas dans la figure de la nécessité, et tout ce qui ne peut pas être prescrit. Parce que le maître, c'est celui qui adore ce qui peut être prescrit. Voilà. Et ce qui ne peut pas être prescrit, c'est toujours soustrait à la maîtrise d'une manière ou d'une autre. Et en fait, il faut bien admettre que l'amour, au sens où on en parle là, il ne peut pas être prescrit. On ne peut pas vous ordonner, l'amour. Voilà. Mais ça, c'est très important parce que dans des conversations, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ignorent ça. C'est-à-dire qu'on pense que l'amour était accepté quand il était pris dans une figure conjugale classique, mais en vérité, même des époux qui s'aimaient, c'était assez scandaleux. C'était considéré comme très très gênant finalement qu'il y ait de l'amour entre les jeunes gens qui se promettaient l'un à l'autre, et en plus ils se désiraient. Alors là, c'était non, il fallait convenir Bien sûr. il fallait on se mariait pour arranger les familles et aussi pour fonder une famille, mais finalement on n'allait pas là-dedans mettre de l'amour, c'est le vrai scandale. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que vous redisiez peut-être tous les deux comment vous entendez le mot hasard, parce que souvent on le confond avec la probabilité, donc ça fait de nouveaux programmes. Et cette acception-là du hasard, et ce que serait une décision véritablement dans l'accueil du hasard, dans cet accueil de l'imprévisible, c'est pas tout à fait la même chose qu'un vain calcul de probabilité, ou simplement qu'une chance sur 10 pour que ça t'arrive demain. Parfois même, ce hasard-là, il peut arriver quand il n'y a aucune raison en fait, que ça arrive, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout programmatique. Absolument, et d'ailleurs les sites de rencontres modernes utilisent justement des tables de probabilité pour que ça marche. C'est-à-dire, si vous prenez les paramètres constitutifs des subjectivités, vous faites un petit calcul vectoriel avec tout ça, et finalement, vous avez... j'ai lu des publicités qui disaient l'amour désormais par calcul, à proprement parler. Alors, vous résolvez quelques équations paramétrées, et puis après, vous confiez à l'Assemblée des actionnaires mythiques de vous trouver la solution. Mais ça, bon, que ça existe dans le monde moderne où tout est transformé en marchandise, c'est absolument normal, mais ça ne signifie pas que l'amour puisse s'inscrire dans ce cadre. Excusez-moi, monsieur, mais on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard et qu'on peut se choisir de manière inconsciente. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Sûr. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard et qu'on peut donc se choisir de façon inconsciente. Oui, ça, c'est vous le spécialiste. Mais dire que des déterminations de différents ordres interfèrent dans l'amour, il ne s'agit pas de le nier. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il n'y a pas eu de calcul nécessaire de la rencontre comme telle, sauf si on retombe effectivement dans des figures de type socialement arrangé. Après ça, évidemment, dans l'organisation des conséquences, y compris dans le jeu subtil qui va se déclarer le premier, etc., entre des facteurs qui sont les facteurs de la subjectivité en général, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que la rencontre, que l'origine absolue de la rencontre est construite dans une figure de nécessité. Une partie des conséquences, oui, inévitablement. Parce qu'il y a des rites sociaux, parce que... Mais après, je ne sais pas si vous serez tous les trois d'accord là-dessus, mais moi j'ai entendu souvent l'expression « il n'y a pas de hasard », dans des moments où, au contraire, on voulait faire état du fait qu'on était face à une coïncidence. Ce qui est tout à fait le contraire, à mon avis. Enfin, alors là, je parle en poète, parce que moi, j'ai une théorie poétique de la coïncidence, et je pense que le fait de saluer l'arrivée d'une coïncidence, à mon sens, c'est tout à fait le contraire de « il n'y a pas de hasard ». C'est un sens fort du « il y a du hasard ». Mais cette fois-ci, en fait, je peux en faire quelque chose, où j'ai décidé et de l'accueillir et d'en faire quelque chose, d'être dans une discipline des conséquences. C'est complètement autre chose que... Non, qu'est-ce que vous en pensez Mais la phrase qu'on a entendue, on l'entend parfois comme tirée du champ analytique. Il n'y a pas de hasard, il y a une surdétermination inconsciente. Ça, on peut le dire, et c'est quand même... pas vous, mais ceux qui ont élaboré ça, une conception un peu bisounours du monde où il n'y a pas de réel. Et à la limite, à la fois il n'y a pas de hasard au sens
que vous avez employé, il y a vraiment des déterminismes qui rendent compte, mais il y a néanmoins un hasard, c'est-à-dire quelles conséquences je tire ou pas de ce point de réel qui fait émergence. Et là, ce n'est jamais joué. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est pas ce qu'on a dans la poche. Ça, Lacan, soit insisté là-dessus. C'est pas une conception que l'inconscient, c'est ce que j'ai déjà dans la poche et que je sortirai au fur et à mesure pourra, c'est déjà là. C'est justement que ça implique celui qui le produit et il faut l'autre pour cela. C'est-à-dire l'inconscient, c'est pas ce que vous avez au-dedans de vous, paradoxalement. C'est comme l'amour. Il faut-il qu'il y ait l'adresse à l'autre, l'analyse, pour qu'effectivement il y ait un nouvel amour, et que par hasard, c'est l'amour de transfert. Donc on est vraiment à l'intérieur de ce... on pourrait même dire, là je vous demande votre avis, si on ne pourrait pas cliniquement définir la névrose comme « je ne veux rien savoir de l'amour ». Et que l'hommage de Freud aux hystériques, c'est parce qu'effectivement, chaque fois qu'elle le rencontre, il y a la modalité du chipotage, j'en veux pas, mais oui, par rapport à l'amour du père, qu'est-ce que tout cela peut bien nous valoir, etc. Il fait les beaux jours de la rencontre amoureuse, ça vous le savez, sans venir ici le soir de déjà l'expérience, mais que néanmoins, c'est un refus de l'amour. Et on retrouverait dans la psychanalyse elle-même autre chose que cet amour dont on va nous faire croire qu'il est bisounours ou oblatif. Non, mais ça, dans les registres de la nécessité et dans les figures du moralisme qui accompagnent cette figure de la nécessité, il y a toujours la thèse qu'en réalité l'amour est impossible. Mais pas impossible au sens du réel. Impossible parce que toutes les nécessités réelles travaillent contre son existence et sa perpétuation. C'est pour ça qu'il est considéré comme asocial. Et il y a toute une tradition moraliste, en particulier française d'ailleurs, qui dit que l'amour est une pure construction imaginaire. Il y a une tradition révolutionnaire aussi qui ne veut rien savoir de l'amour. Absolument. Monsieur, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, en même temps, ça reprend. Avant la rencontre, est-ce que le hasard favorise des esprits préparés un peu par les déterminismes, par les phéronomes, par la culture, etc., par les parents, parce que vos parents, par exemple, il y avait un déterminisme. Et donc, voilà, avant, est-ce qu'il n'y a pas des notions de serendipité dans l'avènement de la rencontre? Le monsieur dit, en fait, oui, il y a un avènement de la rencontre, mais est-ce que finalement, il n'y a pas des déterminismes tout de même qui préparent à cette rencontre? C'est la question de... Excusez-moi, il y a des gens qui n'avaient pas entendu, je me permets de... Ça serait bien que quand on pose les questions, on les pose un peu à voix haute, parce que sinon, on n'entend pas la question et la réponse n'a pas d'intérêt. Merci, Daniel. Je vous en prie, je vous en prie. Madame. Non, moi, c'est un peu toujours la même question qui rôde là. C'est-à-dire, est-ce que l'existence de réseaux de nécessité dont l'existence est évidente, est-ce que ça rend en réalité le réel comme rencontre, est-ce que ça le fait disparaître? Et moi, je pense que non. Je pense que, y compris la psychanalyse, montre le contraire. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre d'un réel qui était précisément de l'ordre de l'incalculable du point de vue des figures de la nécessité subjective telle qu'elle était constituée. Et en réalité, c'est toujours au regard, en partie, de ce réel que se constitue l'investigation effective du réel de la subjectivité et son moment d'épreuve, en réalité. Son moment d'épreuve. Faire face à ce réel qui, justement, n'est pas réductible aux nécessités qui par ailleurs existent absolument. Mais Lacan a une phrase très dure en employant un mot terrible. Il dit que croire aux nécessités qui rendraient compte de chacun, il lui donne le nom de lâcheté. Mais d'ailleurs, là, on rejoint tout à fait votre pensée, puisque l'événement est au cœur de votre philosophie, et vous dites que finalement, ce qui importe, ce n'est pas ce qui est, mais ce qui arrive. Mais qu'effectivement, là, dépend de la possibilité ou du choix qu'on va faire de l'accueillir ou non. Que ce soit en art, en sciences, ou en politique, ou en amour. Hein. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec Lacan. C'est-à-dire, toute lâcheté est toujours une lâcheté au regard de ce qui arrive. Ça, essentiellement. Et historiquement, on le sait aussi. Quand il y a une convocation historique terrible, la lâcheté est à l'ordre du jour.
Hein. Exactement pourquoi il y a eu tant de gens pour suivre Pétain en 1940, finalement. Hein. Ça arrivait, là, on ne peut pas dire, au contraire, quelque chose de terrible arrivait, une bonne partie des Français ont accepté la lâcheté de l'État lui-même, à savoir la capitulation. Et ça, c'est vrai, c'est la définition de la lâcheté au sens le plus général. Et au fond, la proposition amoureuse peut être refusée par lâcheté, tout simplement. Et non pas simplement parce qu'on est régi par des nécessités. Et d'ailleurs, vous dites que le courage est la vertu qui aujourd'hui, qui vous semble la plus importante. Ah, c'est la vertu principale. C'est la vertu principale parce que c'est ce qu'on nous demande réellement, ce que la société à grande échelle nous demande d'abandonner. Monsieur ? On a parlé de la rencontre, de la double rencontre, du soi, et puis ensuite du deux, de l'altérité. Et ma question était de dire, mais est-ce qu'il y a un trois? Et par rapport à ça, je me disais que dans l'histoire du monde et de l'homme, une chose qui fait la relation sociale, c'est la réciprocité. Et donc, l'amour, vous proposez comme trois dans la réciprocité, peut être aussi, ou pourrait-il être, une perspective du monde et de la société, dans la réciprocité, une société de réciprocité. Oui, moi je pense qu'il y a quelque chose de paradigmatique dans l'amour du point de vue de ce qui concerne de façon absolument générale le rapport à l'autre, en termes de réciprocité par exemple. Mais l'amour, c'est il y a une partie des choses qu'on n'a pas traitées, qui sont les lois très complexes du processus, à partir du moment où on étudie de près la dialectique entre amour et désir, parce qu'il y a la question de l'objet qui intervient. Voilà, bon. On va laisser ça de côté. Et il y a effectivement, parce que dans la sexualité, il y a des protocoles d'objectivation, dans la mesure où il y a une saisie de l'autre comme objet, qui vient par le travers de l'amour en même temps qu'elle en est une partie constitutive. Mais je pense qu'il y a quelque chose de paradigmatique, y compris pour l'univers politique et social, qui est que l'amour est la preuve d'une possibilité d'acceptation intégrale de l'altérité. Il n'y en a pas tellement d'autres, à vrai dire. Il n'y en a pas tellement d'autres. Et donc c'est une école privée, en un certain sens. C'est quand même une passion subjective, minimale, comme ça, pour un d'autre, mais c'est une matrice concernant les phénomènes, alors étudiés par Hegel dans la figure de la reconnaissance, étudiés aussi dans les phénoménologues dans la figure de la réciprocité, etc. C'est une école de cela, et c'est une école des risques, des périls et des joies de cette matrice. En particulier, l'amour a des rapports extrêmement complexes avec la catégorie de la maîtrise. Ça, c'est encore autre chose à étudier. Mais en tout cas, je pense qu'on peut considérer l'amour comme une espèce de cœur de l'investigation générale et ouverte de la question de l'abord de l'être, de la question du réel et de la question de l'abandon, de la fermeture de l'un au profit d'une ouverture duelle en la circonstance. On en a même une preuve concrète. C'est dans une autre passion de l'être qui révèle la spécificité de l'amour et qui est la haine. Oui. La haine, c'est vraiment le moment de fermeture et de refus de l'événement, de faire consister l'autre vraiment comme inaccessible à une quelconque dialectique, et qui prouve donc que c'est vraiment la face noire et sombre de l'amour, toujours possible, y compris en termes politiques. Et exactement comme la bêtise est la passion du savoir. Parce que Lacan dit que la bêtise est une passion et non pas une ignorance. C'est la passion de l'ignorance. C'est je ne veux pas le savoir.
Et il y a aussi une bêtise amoureuse qui est de ne pas vouloir savoir réellement les conditions réelles de l'amour. Et ça peut donner des accusations amoureuses. On entend souvent « ce que tu me dis est stupide ». Alors il y a 3 questions, une ici, une ensuite à la dame au 2e rang et une ensuite là-haut. Je fais du recueil de questions. À vous, oui. Alors moi, ce serait une question sur cette fameuse scène du 2. Sachant que être 2, comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est en fait fusionner. C'est 2 individus qui se fondent dans le 1. Et quand c'est pas ça, quand c'est pas la fusion, en général, c'est le conflit, c'est la dispute. Donc c'est une confrontation qui tourne mal. Alors qu'est-ce que c'est que être à 2 sans tomber ni dans la fusion, ni dans la dispute? Vous demandez un peu trop de sécurité, là. Parce que je n'établirai pas de symétrie. Je n'établirai pas de symétrie entre la figure de la fusion d'un côté et la figure de la dispute de l'autre. Parce que la figure de la dispute, voire même de la querelle, est à mon avis une figure qui peut parfaitement être interne à la construction du 2. Une dispute, c'est simplement une figure de discordance à un moment donné sur un problème particulier. Et au fond, l'amour, c'est aussi une puissance potentielle de traiter de façon positive la dispute elle-même. Personne ne peut imaginer qu'on va avoir des années d'amour sans aucune dispute. Par contre, la fusion, c'est pas la même chose, parce que la fusion, c'est justement en réalité un refus de la dualité. Et en particulier, la fusion, c'est en effet le refus de toute dispute, mais au prix de la mort en réalité. C'est-à-dire au prix de ce qui est proprement impossible du point de vue de la durée vitale. Et moi, ce que je pense, c'est que l'amour, c'est en partie la capacité à des disputes victorieuses, c'est-à-dire fécondes. Et tout le monde en a l'expérience. Il n'y a pas de... Il faut pas... Si c'est un abord du réel, il ne faut pas en avoir une vision édénique, évidemment. L'amour est un risque, une épreuve. On n'est pas du tout en train d'en produire justement une vision. On n'est pas ici en train d'en produire une vision tranquille et pacifiée. Forcément quelque chose d'extrêmement tendu dans le fait d'accepter intégralement la subjectivité de quelqu'un dans votre propre espace vital. Et on est toujours tenté, à un moment ou à un autre, de rabrouer l'autre, et au fond d'être tenté par l'idée qu'il faut un accord général, un accord... Et ça, c'est pas la dialectique de l'amour. La dialectique de l'amour, c'est la résolution de problèmes. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de problème. C'est la capacité à résoudre les problèmes. C'est pour ça que la question que vous posez, en l'adressant, pourrait faire croire qu'il y a une solution universalisable à la question que vous posez. Or, ce qu'on essaie de faire entendre, je ne sais pas si elle sera d'accord, vous aussi, Caroline, c'est qu'au fond, la question que vous posez, vous ne pouvez y trouver une solution qu'avec votre propre invention et votre propre courage. Et que les maîtres, ils ne peuvent rien. Exactement. Et alors, juste avant de donner la parole à cette dame, j'ajouterais que si vous venez demain à Aubagne, à l'espace du Bras d'Or, écoutez la conférence puis la discussion qui s'appelle donc « Vers un changement orienté », ou à l'Institut d'études politiques d'Aix le 2 décembre, organisé par l'Université populaire du Pays d'Aix, vous entendrez qu'Alain Badiou tire les conséquences politiques du fait qu'il ne recherche pas à tout prix le consensus, mais qu'au contraire le 2 doit exister même en politique. Madame, est-ce que vous voulez bien poser votre question? Oui, vous avez insisté sur l'importance de l'acceptation de la différence de l'autre dans l'amour à 2. Mais bon, je crois que c'est en effet une richesse très importante. Mais j'ai rarement rencontré le partenaire qui acceptait ma différence, même si moi j'acceptais.
moi avec un homme de la génération de mes enfants. Mais de ma génération, ça a été très difficile. Oui, mais ça, je ne suis pas en train de prêcher la facilité, si on pouvait rendre ce service. C'est rare que le philosophe soit dans le sens de la facilité. Mais, vous savez, sur cette question du deux, et sur la question de qu'est-ce que c'est que le monde à deux, ça inclut une reconnaissance de la différence. Mais en réalité, dans l'amour, il y a un élément fondamental qui est l'exploration de la différence. Et elle n'est pas donnée comme... elle est explorée, précisément. C'est pour ça que l'amour, c'est la construction d'une durée, quoi, sur laquelle vous insistez magnifiquement à cette scène. C'est la construction d'une durée parce que c'est un protocole de connaissance aussi, l'amour. C'est l'exploration de la différence. Et quand on découvre tel ou tel point de différence imprévue, voire à vos propres yeux extrêmement regrettable, il faut bien se dire que comme on est dans le processus de construction d'une vision du monde à deux, dans lequel on va découvrir les différences elles-mêmes, il faudra savoir, justement, fût-ce au prix d'une dispute, il faudra savoir passer outre d'une certaine manière. Passer outre, c'est-à-dire incorporer ça comme une des nouvelles différences qu'on a découvertes et qui, par fidélité à la rencontre hasardeuse et à la déclaration d'amour, devra être explorée et surmontée, étant entendu qu'effectivement, il peut y avoir une butée. Voilà, il peut y avoir une butée, et que dans ce cas, on aura à prendre la responsabilité de la destruction de la procédure tout entière. Mais ça, c'est une chose inévitable. C'est une chose inévitable. Tout amour est en train, en permanence, de discuter de sa durée. Mais à propos de différence, je crois qu'il faut insister, c'est pas je suis équivalent à moi-même et je rencontre chez l'autre une équivalence à elle-même et il y a une différence. C'est que la différence, elle est interne à chacun. Bien sûr. Elle produit un changement, c'est-à-dire que ça produit une transformation, presque un nouveau sujet qui croyait en son être et qui fait l'épreuve que c'était aussi illusoire. C'est-à-dire que c'est faire l'épreuve soi-même de ce réel. Ce n'est pas des leçons qu'on donne, mais simplement c'est tirer quelques conséquences de cette affaire. C'est ce qui se passe. Après, moi, ce que j'entends dans cette question, c'est qu'il peut y avoir des contextes culturels, historiques, sociologiques, où les rencontres sont favorisées, où il est plus facile de vivre un amour. Caroline Ruiz parlait tout à l'heure, enfin, c'est le prétexte, si je me souviens bien, enfin, en tout cas, elle parlait de Roméo et Juliette. On voit bien quand même qu'il y a des contextes dans lesquels, effectivement, il y aurait plus de facilité à vivre cette évidence du deux, ou en tout cas, enfin, cette évidence au moment de la rencontre, même s'il demande un travail et ceci dit, dans un univers plus ouvert, il peut y avoir aussi des amours qui sont construits sur justement l'importance de la différence. On peut avoir aussi une passion précisément pour la différence elle-même. Et à ce moment-là, évidemment, on va s'engager au péril de cette différence. Mademoiselle, madame. Oui, j'ai envie de réagir à la question qui a été posée précédemment parce que j'ai l'association que on peut être beaucoup dans l'attente de l'autre, que l'autre réponde à beaucoup d'attentes. Quand madame disait oui, l'autre ne rencontre pas ma différence, est-ce que l'amour, c'est pas ne rien attendre de l'autre, accepter l'autre tel qu'il est, mais pour ça, est-ce qu'il ne faut pas aussi, avant tout, vous parliez d'abandon, du narcissisme pour la création du deux, mais quelle est la place du un? Est-ce qu'il ne faut pas une très bonne estime de soi et un amour de soi suffisamment large, confiant et serein pour accepter l'autre dans sa différence et ne rien attendre de lui pour être vraiment dans cette acceptation pleine et entière et pas conditionnelle? Oui. Oui, alors ça, c'est toute la question c'est toute une question très, très, très complexe. On les traite les uns après les autres, là. C'est la question des figures de la dépendance amoureuse. C'est-à-dire où on se met à dépendre pour sa propre consolidation personnelle de l'autre et du jugement de l'autre.
Et ça, c'est simplement une des figures possibles de la différenciation interne dont il était question tout à l'heure. C'est-à-dire que l'amour, c'est aussi une série de révélations sur soi-même. Il faut bien voir ça, c'est une série de révélations sur soi-même. Parce que l'échange avec l'autre, la construction du monde à deux, vous met en scène aussi au regard de vous-même dans la relation amoureuse. Et donc, si vous avez à un moment donné l'expérience que, au fond, vous en venez dans la différence amoureuse à être dépendant de l'autre quant à votre propre consistance, quant à votre propre solidité, eh bien, c'est un problème qui va s'insérer dans les problèmes généraux de la construction amoureuse. Et ça peut être vrai sur un point pour vous, ça peut être vrai pour l'autre aussi, sur un autre point ou différemment. Hein. Donc finalement, ces rapports, toute la question des rapports successifs de dépendance amoureuse sont un vrai problème, mais c'est un problème qui doit être traité dans le mouvement général des différences, et pas comme un problème statique qui structurerait pour toujours le processus amoureux. Permettez juste un petit bémol sur l'estime de soi. Si elle est vraiment portée à sa forme aiguë, aucune rencontre n'est possible. Oui. Le miroir suffit. Monsieur Oui, Gilles Deleuze, que vous avez bien connu, disait l'amour, ce n'est pas être un, ce n'est pas être deux, c'est être 100 000. Quel est votre sentiment? C'est 100 000. 100 000. Oui, mais moi, mon sentiment, c'est que toute expérience amoureuse est un don fait à l'humanité tout entière. Donc, je dirais même, allons jusqu'à 5 milliards. Allons jusqu'à 5 milliards. Mais vraiment, je pense qu'un amour véritable, ce sont pour moi des héros. Parce que je ne suis pas en train de dire que c'est facile, etc. Ce sont des héros. Mais comme tout héroïsme, il est proposé à tout le monde. C'est un héroïsme proposé à tout le monde. Et en tant que ce sont des héros, même si ce sont des héros complètement inconnus, ça n'en est pas moins des héros. Et une partie de l'activité artistique a consisté à mettre en scène cet héroïsme et à le proposer comme figure à l'humanité tout entière. C'est quand même extraordinaire de voir comme on parle encore de Héloïse et Abélard ou de Roméo et Juliette. Les premiers, c'est une figure réelle, les secondes, c'est une figure inventée, mais elles ont le même statut. Elles ont le statut d'honorer la puissance de l'amour, y compris sa puissance éventuellement si contraire au monde qu'elle y succombe, mais la puissance de l'amour. Et ça, c'est parce qu'en effet, la valeur de l'amour est une valeur intrinsèque, et ce qui se joue à deux est une matrice de ce qui se joue finalement dans la question générale du rapport à l'autre. Bon, la question du rapport à l'autre, tout le monde le sait, en définitive, c'est le cœur de la question politique. Juste une petite question. J'ai parlé juste avant donc la rencontre, mais au moment de la rencontre, souvent, au moment de la rencontre, on tombe amoureux de ce que l'autre veut bien présenter comme image, de certaines facettes de lui, et donc après il y a toute une construction qui se fait, mais au départ il y a une phase d'incertitude dans la rencontre parce qu'on ne sait pas qui est celui qui est en face. Oui, mais c'est absolument, je pense que le risque amoureux, c'est le risque de déclarer qu'on va se lancer dans une aventure avec l'autre, alors qu'en effet, c'est redit dans le texte, alors qu'on le connaît très peu. Et donc c'est aussi une opération de découverte, un pari fait sur la découverte de l'autre. Et cette découverte de l'autre, en même temps, elle est particulière parce qu'elle s'insère dans une espèce de déclaration pour tenir cette expérience. Je vais tenir cette expérience. Ça, c'est... Ce point de vue-là, l'amour, c'est un engagement. On ne peut pas le décrire comme simplement comme un miracle passif. C'est un engagement. Et je crois que c'est très important de se rendre compte que très souvent, c'est une tentation même pour l'art, je veux dire. Très souvent, dans l'art, dans des formes d'art, l'amour a tendance à être contracté sur la rencontre elle-même. Sa possibilité, sa difficulté, son caractère asocial, etc., etc. Or, à mon sens, l'essence véritable de l'amour n'est pas dans la rencontre, qui en est une condition absolue, mais qui n'en donne pas l'essence. L'essence de l'amour, ce sont les conséquences. C'est-à-dire,
à mon avis, l'amour, c'est la durée. Ça ne veut pas dire que la durée est une valeur en soi et qu'il s'agirait d'une compétition dans laquelle si mon amour dure 100 ans, je suis supérieur à celui qui a duré que 3 semaines. C'est pas ça. Mais l'essence de ce qui mérite d'être appelé amour ne se signifie que dans la durée. Une durée interne qui ne se mesure pas par le chronomètre. Exactement, une durée immanente. Et d'ailleurs, la fond de l'amour n'invalide aucunement que l'amour ait lieu et qu'il existe comme une adresse infinie. Mais en même temps, c'est un peu comme en politique, quand une révolution échoue. Je veux dire, en même temps, c'est un échec quand même. Oui. C'est un échec, mais ça n'invalide pas du tout l'amour. Sinon, si on disait que ça invalide l'amour, ce serait l'échec de rien du tout. Juste derrière vous et après vous. Oui. Si c'est un engagement, si c'est vers la durée, du coup c'est forcément un engagement, ce qui implique forcément aussi du courage, de la détermination et de la responsabilité, et une vision. Oui. Ah bien absolument, tout à fait. Il y a toute une série de vertus qui sont convoquées par l'amour, évidemment. Ben, nous vous remercions et puis